pour investir, le déchiffrage. Le déchiffrage et nos déchiffreurs du lundi, Mathias Bacchino est parmi nous. Bonjour Mathias. Bonjour Lorraine, bonjour à tous. Directeur des marchés européens pour Trade Republic, et Gustave Sonden est avec nous aussi, cofondateur de Colbert. Bonjour Gustave. Bonjour Lorraine. Bon, ça n'a échappé à personne, l'investiture de Donald Trump, c'est dans quelques heures, ça nous concerne. On a plein de questions sur quel va être le visage de Donald Trump 2. On se demande aussi comment les marchés vont réagir. Bon, on démarre avec ça. Mathias, en quelques traits de caractère, quelle va être la différence entre Trump 1 et Trump 2 ? Il semblerait déjà dans les premières nominations, dans les premiers comportements, qu'on ait gardé le caractère extrêmement direct de la communication du président Trump, mais qu'on ait peut-être ajouté une dose de raison. Enfin, je sais pas, c'est ce qu'on appelle les adultes dans la pièce en anglais. Je pense à la nomination entre autres du secrétaire au Trésor. Scott Bessent, qui a l'air plutôt normal. Voilà, qui est quelqu'un de plutôt raisonnable, en tout cas de plutôt formé. Et donc, Trump 2, pour moi, la grosse différence par rapport à Trump 1, c'est que les marchés financiers ont énormément progressé aux États-Unis depuis quelques années, ce qui a eu un effet très favorable sur la consommation. C'est ce lien-là entre hausse des marchés financiers et consommation élevée qui, à mon avis, va être une pression extrêmement forte sur Trump. Il ne pourra pas faire aussi n'importe quoi qu'on pourrait l'imaginer, entre guillemets, sans doute parce qu'il ne pourra pas se permettre de casser la dynamique haussière des marchés financiers. Ça va être une grande différence, à mon avis, par rapport à Trump 1. Et l'autre immense différence, c'est qu'il l'a déjà fait. Oui. Donc ça change tout normalement en termes de capacité à avoir une action et une communication davantage contrôlée quand même que dans son premier mandat, où les choses sont allées parfois extrêmement loin, voire évidemment beaucoup trop loin. Le garde-fou des marchés peut-être pour encadrer Donald Trump. Vous, Gustave, de votre côté, vous observez qu'il n'est pas soutenu par la même typologie de personnes. Le gratin a changé. Il faut revenir à Trump même avant la politique, The Art of the Deal, c'était son livre. Et là, on voit qu'on a quand même un négociateur hors pair qui arrive à convaincre à la fois la Rust Belt, donc les cols bleus, le travailleur américain, l'industrie un peu délaissée, et les milliardaires. C'est-à-dire qu'il fait consensus entre les plus pauvres, les plus délaissés et les, grosso modo, 10 plus grandes fortunes de la planète. Et ça, c'est quand même un peu nouveau, parce qu'avant, il l'opposait, et c'était d'ailleurs toute sa rhétorique, comme beaucoup de populistes, il l'opposait, si vous voulez, l'école bleue à une élite. Là, c'est difficile, en tout cas, de maintenir ce discours-là. En tout cas, c'est pas l'élite financière. C'est probablement toujours l'élite médiatique. Et à contrario, il a avec lui l'élite des nouveaux médias, c'est-à-dire les réseaux sociaux, parce que ces milliardaires sont souvent les propriétaires des plus grands réseaux sociaux de la planète. Ouais. Et finalement, est-ce que l'establishment 2025, c'est pas plus les réseaux sociaux que les médias dits traditionnels ? C'est une vraie question. Mais en tout cas, il va devoir du coup jongler avec tout ça. Comment est-ce qu'il y arrive ? Il y arrive avec deux éléments. Premier élément, c'est l'élément très libertarien dans la politique économique, avec des mesures fiscales très incitatives qui finalement vont à tout le monde, ou en tout cas vont aux milliardaires et vont aussi aux cols bleus qui se projettent dans une forme de méritocratie et du rêve américain traditionnel. Et l'autre aspect, c'est aussi l'aspect libertarien dans la régulation justement de ces réseaux sociaux, parce que finalement, les réseaux sociaux, ils marchent quand il y a du monde dessus, que les gens commentent, qu'il y a de l'interaction, qu'il y a de l'attention. Bref, qu'on a votre attention, Lorraine. Et ça, finalement, les patrons des réseaux sociaux, ils en arrivent à là, c'est-à-dire que la réglementation, ça leur coûte de l'argent, ça va peut-être abîmer le côté organique et les réactions sur leur contenu. Et donc, ils ont peut-être un intérêt tout simplement économique à pousser finalement cette dérégulation. Et c'est peut-être juste un pragmatisme très financier qui les oriente vers Trump. Donc, je pense qu'il y a vraiment ce nouveau binôme entre col bleu et milliardaire qui semble fonctionner. De manière générale, il a un soutien plus fort qu'en 2016. Hein. Enfin, la base à la fois économique, d'opinion publique, de relais qu'il a aujourd'hui est beaucoup plus forte qu'avant. Et c'est peut-être d'ailleurs ce qui, si je lis bien sa psychologie, ce qui pourrait faire qu'il soit justement plus raisonnable. Parce qu'il va avoir un pouvoir quasi total, là, hein. Enfin, il a vraiment beaucoup de monde avec lui, et puis on voit que les idées de gauche aux États-Unis reculent a priori en ce moment. Donc on a quelqu'un qui va avoir tout pouvoir, et c'est peut-être justement parce qu'il va avoir moins d'opposition, moins de résistance qu'avant, que cette fois-là, peut-être, sera-t-il plus raisonnable. On va vite le savoir de toute façon, on va vite être fixé, parce qu'en fait,
dans les 48 prochaines heures, il a quand même promis un espèce de tremblement de terre sur tous les fronts. Oui. Ça reste à voir quand même. Ça reste à voir. Si je peux me permettre de rebondir juste là-dessus, pour l'instant, je ne sais pas si c'est lui qui est plus raisonnable ou les autres dirigeants du monde, notamment médiatique et des réseaux sociaux, qui deviennent moins raisonnables. En tout cas, dans les dernières prises de position qu'on peut voir, on a quand même des prises de parole qui sont très très divergentes de 2016. Je me souviens par exemple de Mark Zuckerberg qui n'avait pas participé du tout à la campagne de 2016. Et là, qui promeut l'énergie masculine. Qui avait Incroyable. même décidé de l'éviter lors d'une rencontre que Trump avait provoquée. Là, c'est quand même changement de registre complet, puisque c'est Mark Zuckerberg qui provoque les rencontres, c'est Mark Zuckerberg qui finance en partie la cérémonie d'investiture. Donc lui, c'est peut-être l'exemple le plus probant, parce que Meta, c'était vraiment un acteur notable, progressiste, en tout cas publiquement. Et là, il y a un vrai changement de cap. Mathias, y a-t-il une énergie masculine dans l'investissement ? J'espère pas. C'est quand même. Si on prend juste une seconde de recul, évidemment, économiquement, il va se passer plein de choses. Tout ça est très excitant, très intéressant. Je veux dire, ce qui se passe actuellement. Mais dans le fond, il y a quand même une polarisation de la société en Occident qui est terrifiante à long terme. Donc voilà, je veux quand même le rappeler, quoi. C'est cette simplification à l'extrême et puis cette polarisation est jamais bonne dans une société démocratique. Ça, c'est clair et net. Je veux dire, il y a aucun doute possible. Mais bon, dans les jours qui viennent, malgré tout, ça reste les décisions économiques qu'il va prendre à court terme qui vont être déterminantes, parce que les États-Unis sont quand même dans une situation très particulière d'un très large endettement, d'une inflation qui baisse pas tant que ça, qui est raisonnable. à 4,60%. Mais voilà, des taux qui restent quand même élevés et une Fed qui va se retrouver là un peu au milieu du gué, quoi. Est-ce qu'ils vont pouvoir continuer à baisser les taux ou pas ? Ça va vite se rappeler à Trump. Donc voilà. D'un point de vue très pratico-pratique, à quoi est-ce qu'on prête une attention particulière ? C'est les tarifs. Hein. D'un point de vue économique, pour moi, là, à court terme, le plus important à court terme, c'est dans quelle mesure il va vraiment mettre en œuvre son protectionnisme. Pourquoi je suis obsédé par ça ? Parce que c'est ça, à mon avis, qui va déterminer de la trajectoire de l'inflation aux États-Unis, donc de la consommation américaine, donc de la santé de l'économie américaine, donc la santé économique du monde de manière générale. Donc pour moi, c'est vraiment cette guerre tarifaire, à quel point il va la démarrer de manière violente, entre guillemets, élevée, brutale, à quel point il peut déstabiliser aussi d'autres économies. Ça, c'est vraiment pour moi, à titre personnel, c'est ça que je vais regarder le plus, parce que c'est ça qui peut avoir le plus de conséquences massives, à mon avis. Gustave ? Moi, je pense qu'il faut être attentif à aujourd'hui. C'est-à-dire que historiquement, Aujourd'hui, le 20 janvier ? les discours d'investiture, c'était des discours de politique très générale, un peu abstraits. Ouais. La version Trump qu'il avait déjà fait en 2017, c'était une version très concrète qui s'en était suivie. Avec des infos à digérer tout de suite. Avec des infos et surtout des mesures à digérer. Et en fait, quand lui parle, il décrète ensuite. Et un décret, je trouve que c'est un mauvais terme utilisé en français. Ça s'appelle executive order en anglais. En fait, ça n'a rien à voir. C'est le verbe au sens propre. Non, mais le décret en France, il sert grosso modo à publier des lois et à réglementer un petit peu l'administration. Aux États-Unis, ça fait office de loi. Et il y a une latitude très très large, c'est-à-dire qu'il faut effectivement être conforme à la loi, conforme à la Constitution, mais il y a une latitude très très large. Ça fait office de loi. Et donc là, quand même, les principaux porte-parole et spéculateurs et observateurs aux États-Unis annoncent une centaine de décrets qui seraient prêts à partir aujourd'hui. Et il se trouve qu'on avait déjà vu une forme de course à l'armement en 2017 où il avait publié un premier décret contre l'Obamacare le jour même et toute une succession d'autres décrets dans la semaine. Donc je pense que c'est quand même important d'être attentif à ce qui va être dit aujourd'hui, puisqu'il est très probable, et notamment sur les tarifs, Mathias l'a dit tout à l'heure, il est très probable qu'il s'en suive des décrets. Donc là, sur les tarifs, à mon avis, ce qui va se jouer, c'est est-ce que l'Europe va avoir un petit sursis ? Ce que j'ai cru comprendre, c'est que Mexique, Canada et Chine sont quand même mal positionnés. L'Europe pourrait avoir un petit sursis, mais globalement, il faut s'attendre quand même à ces décrets. Et Trump, y compris sur ces mesures qui étaient qualifiées des plus farfelues en 2016, a tendance à délivrer sur ce qu'il dit. Oui, mais là, il sera obligé. Il peut pas appuyer les deux pieds sur l'accélérateur des tarifs, des droits de douane. Il ne peut pas. Pas avec les chiffres qu'on a eus la semaine dernière, pas avec l'état actuel de l'économie américaine à la croisée des chemins comme ça. Il va être obligé
de mesurer son action sur les droits de douane. Je vois pas comment il pourrait y aller comme ça, et au risque de faire exploser l'inflation, quoi. Je veux dire, il peut pas faire ça. On va pas faire de politique fiction. On fera le bilan de ce qu'on se dit aujourd'hui au fil des prochains jours. Je reprends l'adjectif que vous venez d'utiliser, Gustave, sur une note un peu plus légère. Farfelu. Peut-on faire un tout petit aparté sur cette histoire de Trump Coin qui a quand même un petit peu secoué la crypto, univers crypto d'ailleurs qui est assez en forme. Ça va nous permettre de faire un point de début de semaine avec vous, Mathias. La crypto à 13 milliards. La crypto à 13 milliards, elle s'appelle le Trump Coin, et c'est pas un adolescent de 15 ans qui l'a émis vendredi dernier, c'est bien finalement le groupe de Donald Trump qui en détient 80%. Donc on est monté à une capitalisation, je crois, jusqu'à 15 milliards d'euros hier. On est autour des 13 milliards, ils en détiennent 80%. Ils ont prévu, d'ailleurs, ils sont tout à fait transparents là-dessus, de cash out, donc d'en céder une partie au fur et à mesure en faisant des émissions. Donc on a vraiment un cryptophile. En tout cas, il a bien compris le business de l'attention dont j'ai déjà parlé ici, et il en fait clairement profit. On l'a vu avec son réseau social, maintenant sa propre crypto. C'est assez dingue. Ça a aussi, je pense, participé. Il a utilisé aussi le momentum de la semaine dernière, puisque pour la première fois, vous avez eu aussi un bal de préinvestisseurs pro-crypto qui s'appelait tout simplement le Crypto Ball. Donc il surfe vraiment sur l'engouement crypto qui l'incarne. Maintenant, je trouve que la question que ça pose, très fondamentalement par rapport aux crypto-aficionados, c'est que c'est quand même censé, à la base, le Bitcoin notamment, vous décorrélez des États, créer des systèmes financiers alternatifs. Et maintenant, vous avez carrément un président qui émet des cryptos en son nom et dont les moindres prises de position sont les principaux déterminants de la valeur des crypto-monnaies. Donc en termes d'indépendance, à mon avis, ça pose quand même question. Est-ce que finalement, ce profit à court terme ne va pas jouer des tours au projet crypto au sens large, qui était censé être une alternative aux États ? Ce Trump Coin qui traite autour de $53. Mathias ? Le plus grave, ça reste, à mon avis, qu'hier et avant-hier, des centaines de millions d'euros, enfin de dollars, de frais pour fonctionner sur cette crypto, pour acheter et vendre cette crypto, ont été payés à l'organisation Trump, qui encaisse les frais de cette crypto. Donc je sais pas quoi dire. D'un point de vue business, franchement, c'est épatant. C'est incroyable. Enfin, c'est comme si l'homme le plus puissant du monde se comportait comme un influenceur crypto qui lancerait. Enfin, c'est à peine croyable. J'ai eu du mal à y croire quand j'ai lu cette information. Les conflits d'intérêts sont colossaux. Les procès seront nombreux sans doute sur cette histoire. Enfin, c'est à peine croyable. Je ne sais pas pourquoi il fait ça, en fait. J'ai du mal à comprendre pourquoi il a fait ça. Il doit y avoir un objectif derrière, mais que j'ai pas encore bien saisi. Parce que, est-ce que Trump a besoin de gagner quelques centaines de millions de dollars de plus ? J'en suis pas convaincu. Peut-être, mais ce serait étonnant en tout cas. Donc la question, c'est qu'est-ce qu'il essaye de faire avec ça ? Est-ce qu'il a vocation à ensuite créer d'autres services qui fonctionneraient sur cette blockchain-là ? J'ai pas bien compris encore. Mais justement, c'est Solana qu'on a. Je sais bien. Profité. Donc, pourquoi il fait ça vraiment ? J'ai du mal à comprendre. Si les internautes et les téléspectateurs ont une idée de la vraie raison stratégique de pourquoi il fait ça, je peux pas croire que ce soit pour quelques centaines de millions de dollars de plus. Gustave ? Parce qu'il peut. Oui, si moi je pouvais émettre une crypto en mon nom qui me génère 8 milliards de dollars virtuellement en 72 heures, je considérerais l'option. En l'occurrence, il peut. Pragmatisme économique de Gustave. Voilà. Bon, plus largement, on va conclure là-dessus si vous voulez bien, messieurs, parce que le temps court. Dans le sillage des indices boursiers, d'ailleurs, Bitcoin, et avant cet épiphénomène du Trump Coin, s'est refait la cerise la semaine dernière. On est actuellement au-dessus des $108 000. Tout à l'heure, avant l'émission, on y était là. Ouais. Non, juste un peu en dessous. $107 000. Que se passe-t-il ? Que faut-il faire pour les cryptos ? Phil, qui nous suivent ? Je pense que là, on est assez clairement dans une euphorie ce qu'on appelle un marché haussier crypto. Je note que beaucoup de gens très expérimentés dans la crypto et plutôt raisonnables ont dit qu'ils espéraient que ce marché haussier-là serait le marché haussier de la maturité pour cette industrie et cette classe d'actifs désormais. Force est de constater, et je les cite, qu'ils ont le marché haussier le plus débile de l'histoire, avec un nombre de cryptos même, donc des cryptos qui n'ont aucun sens économique, qui explosent, qui est dingue. Le retour du FOMO, c'est-à-dire d'énormément de gens qui... Voilà. Donc ça va générer des problèmes, ça génère aussi de l'enrichissement pour certains, c'est évident.
moi, ce que j'encourage toutes et tous à faire, c'est évidemment à ne céder au FOMO sur les cryptos qu'avec de l'argent qu'ils peuvent se permettre de perdre. J'encourage celles et ceux qui découvrent l'investissement grâce à ça à en tirer des leçons pour le long terme, à apprendre grâce à ça. J'ai aucun problème à ce que quelqu'un commence à investir par de la crypto, mais qu'il en tire des leçons, qu'il voit que peut-être diversifier, ça aurait pu être une bonne idée, etc., etc. Donc, je veux juste dire que ce qui se passe en ce moment sur certaines cryptos n'est pas la norme et que sans doute à un moment donné, le vent se retournera. Mais alors là, le vent en ce moment américain est très puissant et souffle dans les voiles de l'industrie crypto, c'est évident. Big time.